bon Jamie, certes, on va se faire le podcast, l'analyse de ce match Nice-Montpellier et je suis ravi de vous retrouver dans ce podcast. Et enfin, on va un petit peu arrêter la thérapie là, de psychiatrie, de psychologie. Enfin, on ne fera pas un troisième week-end sans match, sans nom. Et surtout un match, quel match de l'OGC Nice hier. Donc comme d'habitude, on va analyser les statistiques. Je donnerai la note individuelle de chaque joueur, qui est ma propre note moi-même, qui la donne moi-même, et les propres appréciations que je vais donner à chaque joueur, et qui sont mes propres appréciations, pardon. Et ensuite, on fera l'analyse d'Adrien Urcea, et qu'est-ce que Nice aurait dû faire pour que le match soit parfait. Voilà. J'en profite pour te dire au passage que tu peux toujours bénéficier de 10% avec mon partenaire Alura Shop, avec mon code promo TONIS10. N'hésite pas à aller sur le site internet. Tout sera en lien dans ma description. Allez, c'est parti pour l'analyse des statistiques. Donc Nice a remporté ce match brillamment hier 3-1 avec un but de Boudaoui, Todibo et Alexis Claude Maurice pour le dernier but. Au niveau de la possession de balle, on était à 59% pour l'OGC Nice et 41% pour Montpellier. Au niveau des duels aériens, au niveau des duels remportés, 54% du côté niçois et 45% du côté montpelliérain. Et dans cette fois-ci les duels aériens, 49% pour l'OGC Nice, 51% pour Montpellier. Donc assez kiff-kiff au niveau des duels. Petite supériorité dans les duels remportés pour l'OGC Nice, assez cohérent au niveau des duels aériens puisque c'est quasi un 50-50. Donc on a pu le voir dans ce match que, mis à part ces 6 premières minutes qui ont été vraiment catastrophiques, vraiment, le gym a eu du mal à rentrer dans ce match. J'avais l'impression que toute la partie allait se passer comme ça. Mais après le but de Boudaoui, Nice a su adapter son niveau de jeu, a su rehausser son niveau de jeu et Nice a commencé à priver le ballon à Montpellier, ce qui nous a permis aussi pendant tout le long de ce match de pouvoir garder la maîtrise du ballon. Assez serein quand même dans les duels, faut le dire, on a quand même été assez serein, solide, bien organisé. Et cela aussi nous a peut-être permis de pouvoir prendre l'ascendant sur Montpellier à un moment du match où on sentait que le rythme commençait à baisser. Et à la 39e et à la 40e minute, Todibo et Alexis Claude Maurice ont su clouer Montpellier sur le terrain et les laisser au retour des vestiaires un petit peu groggy. Allez, on passe au niveau des tirs. Au niveau des tirs, 18 tirs du côté OGC Nice, 14 du côté Montpellier. Donc les Montpelliérains ont quand même réussi à tenter de frapper. Par contre, là où il y a une grosse différence, c'est quand même au niveau des tirs cadrés. Donc 8 tirs cadrés pour l'OGC Nice et seulement 3 petits tirs cadrés pour Montpellier. Donc ça fait 44% de réussite, enfin 44% de tirs cadrés sur les tirs réalisés. Donc beaucoup de tirs, on a pu voir dans ce match de la part du côté de l'OGC Nice, c'est quasi un tir sur deux qui est cadré. Et c'est ce qu'on n'avait pas du tout vu face à Reims et face à Dijon sur à peu près une dizaine de tirs sur l'ensemble des deux matchs. Enfin, sur les deux matchs. Dijon et Reims, ça a été 10 tirs sur les deux matchs. C'était 20% de tirs cadrés. Donc très très peu de réussite, très très peu de réalisme au niveau de la frappe. Ensuite, sur les tirs arrêtés, c'est 7 tirs arrêtés du côté de Nice et 3 du côté de Montpellier. Donc Benitez a encore sorti un grand match hier. Il a encore été décisif, notamment sur la retournée acrobatique, cette super retournée acrobatique de Laborde, où il oblige Walter Benitez à se déployer alors qu'il était un petit peu parti sur le côté droit, puis il revient sur le côté gauche. C'est un arrêt très difficile à réaliser. Et une frappe très tendue aussi, d'un milieu de terrain, je crois, montpelliérain. Frappe très tendue à l'extérieur de la surface où il oblige encore une fois Walter Benitez à sortir la grande parade. Donc, du mieux, beaucoup de mieux même. On peut dire que c'est complètement différent quand tu vois le match, que la réalisation, la performance qu'a pu faire l'OGC Nice hier, comparé à Reims et à Dijon, et notamment Dijon où on a quand même essuyé pour moi une lourde défaite, parce que 2-0 face au 20e de Ligue 1, sachant qu'on leur avait déjà donné la victoire au match aller, c'est quand même une lourde défaite pour moi. On va passer au niveau de la circulation du ballon.
Niveau de circulation du ballon, donc 500 passes du côté de l'OGC Nice. Donc très très bonne circulation du ballon hier contre 331 du côté montpelliérain. Voilà, donc ça fait 86% de passes réussies pour Nice et 76 du côté montpelliérain. Donc, ce qui prouve bien que Montpellier a eu énormément de déchets techniques. Je ne cache pas que nous aussi, d'un côté, ça n'a pas été de temps en temps, on a quand même eu du mal à proposer du jeu, notamment en première mi-temps. Juste après le but de Boudaoui, il y a eu un petit un sursaut d'orgueil, un petit peu de l'OGC Nice, mais ça a été un petit peu difficile dans cette première mi-temps. Après, la deuxième mi-temps était partie à toute allure et on a été dans la maîtrise du jeu, maîtrise du temps, gestion de l'équipe adverse pour pouvoir remporter ce match et surtout ne pas prendre de risques. Donc, le nombre de passes confirme bien quand même la physionomie du match d'hier. Confiscation du ballon, gestion de l'équipe adverse, l'empêchant de monter au pressing, hein, alors qu'on voyait quand même que l'envie de Montpellier d'essayer de mettre de la vitesse, d'essayer de presser cet OGC Nice, mais bien organisé, une équipe cohérente au milieu de terrain. Alors que quand j'avais vu la composition, je me suis dit avec un retour de Boudaoui de blessure titulaire, un Schneiderlin qui n'avait pas proposé de superbes matchs contre Dijon, je me suis dit on va peut-être encore prendre une purge et on va pas avoir cette orientation de jeu vers l'avant qui va pouvoir nous permettre de gagner ce match aussi. Voilà, donc très grosse cohérence. L'organisation de l'OGC Nice ont empêché Montpellier d'avoir le ballon et de nous faire tourner et de faire tourner en fait. Hein. Ils ont fait tourner le ballon sans prendre de risques et ça nous a permis de remporter ce match, un match qui a été maîtrisé, moi je trouve, du côté des Aiglons. Et on va passer tout de suite aux notes individuelles, appréciation des joueurs, l'homme du match que j'ai décidé et l'homme du match que OneFootball a désigné de par ses abonnés. Donc comme d'habitude, l'homme du match, je le donnerai à la fin des notes des joueurs. Et on commence comme d'habitude par Walter Benitez. Donc Walter Benitez, 7 arrêts au total, des arrêts assez exceptionnels. Il couvre bien toute la largeur de sa cage. C'est un quasi sans faute, hein, à part ce but qu'il prend. Et empêche notamment Montpellier de revenir. Donc moi j'ai décidé de mettre un 7 à Benitez parce qu'il n'a eu pas trop non plus grand chose à faire en deuxième mi-temps, mais il a été vigilant. À chaque fois qu'il y a eu quelque chose de dangereux pour Montpellier, il a été vigilant et il a empêché Montpellier de croire à un retour. Lotomba longtemps en difficulté quand même sur son côté. Pendant les temps forts montpelliérains, il a su légèrement se remettre un petit peu à niveau. C'était pas un super match de Lotomba, j'ai trouvé, j'ai mis un petit 5. Saliba, match assez propre, mais sans plus. Donc j'ai mis 6 pour Saliba. Je ne l'ai pas trouvé top en fait. C'est pas que je l'ai pas trouvé bon, mais je l'ai pas trouvé au top. Euh, Après, ce serait dur de le sanctionner, mais voilà, moi j'ai mis 6. Todibo, un but. Impérial en défense, participe aux offensifs, un dépassement de fonction, un dépassement de soi. Je peux pas lui mettre une note inférieure à 8. Donc j'ai mis 8 pour Todibo, je pense que c'est amplement mérité. Camara, propre défensivement. Il pêche souvent dans la finition, encore une fois, en attaque, dans les offensives, il pêche dans la finition. Il est fautif à l'origine du but par sa passivité. Bon, je savais pas trop quoi lui mettre comme note. Bon, il est fautif sur le but. Il pêche un peu défensivement, mais après, offensivement, pardon, mais après, défensivement, c'est assez propre. Hein. Bon, j'ai mis un 6, mais j'hésitais entre 5 et 6. J'ai décidé de mettre 6 quand même parce qu'il a été assez propre. Schneiderlin, bah, il n'a pas été fou dans ce match non plus. Il a fait le taf, mais il repasse assez souvent vers l'arrière. Il faut qu'il mette un petit peu plus, essayer d'orienter ce jeu, de mettre un peu, d'essayer de créer cette animation offensive. Donc bon, Schneiderlin, j'ai mis 6 quand même parce que ça va, il n'a pas fait non plus un match catastrophe. Hein. Boudaoui, retour en trombe, buteur, technique, animation offensive, un superbe match pour un retour de blessure titulaire. Donc voilà, il a joué que 63 minutes, mais j'ai trouvé qu'il a été bon du début jusqu'à la fin, donc j'ai mis 8. Je pense que c'est amplement mérité.
Alexis Claude Maurice, buteur, passeur, impliqué sur les 3 buts. Il apporte de la vitesse, il apporte de la technique pour effacer les joueurs adverses. Il est peut-être à son poste actuellement, depuis qu'Ursa a repris l'équipe. Je pense que c'est un des meilleurs à son poste en ce moment, hein. Il figure aussi dans le 11 type de la 34e journée de l'équipe. Donc Alexis Claude Maurice, je sais pas si j'ai été, je me suis un peu enflammé, mais j'ai mis 9. Voilà, vous me direz dans les commentaires, hein, bien sûr. Attal, très très bon retour aussi, titulaire après son retour de blessure, comme Boudaoui, hein, les deux DZ sont là. Il a apporté de la folie, comme je l'ai dit dans mon live match, et comme j'ai dit dans le débrief. C'est un des seuls qui a réussi à mettre de la vitesse dans ce début de match. Après, en deuxième mi-temps, ça a été un petit peu différent, mais c'était le seul qui a réussi à apporter de la vitesse. Donc, à Attal, j'ai mis quand même un 7 parce que je pense que c'est un 7 mérité de par qu'il n'était pas à 100% et qu'il s'est quand même donné à fond et qu'il a fait un match très correct pour ma part. Ronny Lopez, alors ça va être très rapide. Ronny Lopez doit faire bien plus. Voilà, c'est tout. J'ai mis ça, j'ai mis 4. J'ai mis 4 parce que il apporte pas grand-chose. Quand il est devant la surface, il tergiverse trop, il réfléchit trop et il faut envoyer, il faut frapper. Et la plupart du temps, ses frappes ne sont pas cadrées, n'apportent pas de danger à part une fois où Omni a sorti l'arrêt et a mis le ballon au corner. Donc moi j'ai mis 4 pour Ronny Lopez, hein. Voilà. Dolberg. Alors Dolberg, passeur décisif, il provoque bien la défense montpelliéraine. Il a une bonne conservation du ballon. Il apporte beaucoup. Il apporte beaucoup sur ce match-là. En tout cas, il a apporté beaucoup au niveau du collectif. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont un petit peu oublié que Dolberg apporte énormément au collectif. Après, le but, il viendra. Le but, il viendra. Donc, Dolberg, j'hésitais. 6, 7. Du coup, j'ai mis 6,5. Voilà. Voilà, c'est parce que vraiment, je ne savais pas s'il fallait que je mette 6 ou 7. Donc, du coup, 6,5. C'est la première fois que je mets un et demi sur les notes des joueurs. Et maintenant, on va passer à l'homme du match. Donc, l'homme du match qui a été élu par les abonnés de OneFootball, c'est Alexis Claude Maurice. Et comme tu as pu le constater sur les notes que j'ai pu donner, l'homme du match, mon homme du match pour moi, je pense que c'est Alexis Claude Maurice. Vraiment, il a été vraiment impérial. C'est quasi parfait le match d'Alexis Claude Maurice hier. Alors de temps en temps, oui, il a une passe qui est pas assez appuyée, qui n'arrive pas à destination. Il pêche un petit peu dans le dernier geste. Mais sur ce match, c'était pas non plus le plus flagrant. La plupart du temps, il a réussi à faire des trucs énormes et il aurait pu même mettre un doublé quand il fait à un moment donné sa percée où il s'emmène le ballon tout seul, dribble la défense montpelliéraine et voilà, manque de peau, il n'arrive pas à frapper, ou sa frappe est contrée, je ne sais plus. Mais voilà, c'est pour moi l'homme du match sans l'ombre d'un doute. Et maintenant, on va passer à l'analyse d'Adrian Urcea. Donc Adrian Urcea, quand il a dévoilé la compo, il a quand même pris une décision forte, et une décision où il n'a pas trop forcément le choix, mais il a pris une décision forte de mettre Boudaoui et de mettre Attal titulaire, alors qu'ils étaient de retour de blessure. Donc il a pris cette décision de choisir Boudaoui qui n'était pas à 100% à la place de Pierre Lesmelou qui en ce moment enchaîne les prestations plutôt médiocres. Et il a pris aussi la décision de mettre ailier droit, en l'absence de Gouiri et de Miziane Maolida, Youssef Attal. Chose qu'on a souvent vue sous l'ère Patrick Vieira et qui n'était pas forcément tout le temps probant. Et que surtout, côté droit, on n'avait pas vraiment un joueur attitré à ce poste et c'était souvent Andy Pelmar qui faisait l'intérim. Donc j'ai dit, ça va être chaud, mais il a pris cette décision très forte et très difficile à prendre et ça a marché. Il a été très impliqué et très actif sur le banc. Urcea n'a jamais cessé de donner des consignes sur le terrain. Il a eu cette lucidité d'esprit de faire permuter Lopez et Attal à chaque fois, de les faire changer de côté pour essayer d'un petit peu désorienter cette défense montpelliéraine et surtout que Attal vraiment mettait en difficulté cette défense. Donc, je trouve que Adrien Urcea
a eu un très bon coaching. Il a fait le taf. Il a fait notamment 4 changements qui ont été très cohérents, puisqu'il a fait sortir à la 63e minute Attal et Boudaoui. Euh, donc, 2 joueurs qui revenaient de blessure, donc qui ne pouvaient pas se permettre de faire plus d'1 heure de match. Donc, des changements très logiques. Il a fait sortir Lopez, logique aussi puisqu'il n'y arrivait plus dans ce match. Et il a fait sortir Lotomba qui n'a pas fait un match exceptionnel. Tout en essayant de garder à l'esprit cette idée de toujours aller vers l'avant et d'être offensif. Donc, je trouve que ça a été un très très bon match de Ursa. Si on devrait lui donner une note, je lui mettrais un bon 7. Un bon 8 ça aurait peut-être aussi été mérité, mais je ne veux pas m'enflammer et je ne veux pas non plus que voilà, j'attends la confirmation contre Lille samedi prochain, qui va être un match de confirmation, hein, parce que voilà, Lille, comme on le sait tous, ils sont en course toujours pour le championnat, pour être champion de France, qualification directe en Champions League, donc ça va être un gros morceau, malgré que ce soit nos amis. Et d'ailleurs, dites-moi dans l'espace commentaire si samedi, est-ce que vous préférez que Nice perde, mais que Lille soit assuré d'être champion de France par le fait qu'ils nous battent, ou est-ce que vous préférez que on batte Lille, mais qu'à cause de nous, ils ne seraient peut-être pas champions de France? Alors moi, je vais vous dire mon avis, même si s'il y a des Lillois, s'il y a nos chers amis Lillois qui nous écoutent, je vais te dire un truc très simple et je vais être très sincère. Sur le match de samedi, moi, je veux qu'on les batte, les Lillois. Quitte à qu'ils perdent le titre, mais à un moment donné, oui, c'est nos amis, il n'y a aucun souci, il y a une très grosse amitié entre nous. Mais après, sur le terrain, c'est le terrain. Et moi, je veux qu'on gagne. Je veux qu'on gagne. Il faut qu'on prenne un maximum de points. Alors après, tu me diras, si on perd parce que Lille a été supérieur, parce que Lille a été bien meilleur que nous, et puis sur le papier, c'est clair qu'ils sont bien meilleurs que nous. Si on perd de cette façon-là, ça ne me dérange pas. Par contre, après, il va falloir aller chercher la victoire contre Lyon. Parce que là, celle-là, si on peut empêcher aux Lyonnais de gagner une qualification pour la Champions League, ça serait magnifique. Donc voilà mon petit avis sur le match de samedi. Mon avis sur l'analyse de Adrien Urcea, bien sûr. Et maintenant, on va passer à quel match Nice, qu'est-ce que Nice aurait pu faire de mieux pour que le match soit parfait ou quasi parfait. Déjà, premièrement, hein, je pense que c'est la chose la plus flagrante, hein. Pour que le match soit parfait, quasi parfait, il aurait fallu que Nice déjà entre directement dans ce match avec du pressing, en étant organisé défensivement, parce que on, dans les 6 premières minutes, vraiment, sur chaque action montpelliéraine, ils en ont eu 3, je crois, dont une occasion qui a amené le but, mais les 2 autres, c'est la barre, et la troisième, je ne m'en rappelle plus, mais enfin, c'était une action qui était très dangereuse aussi pour nous. Donc, entrer en étant très organisé défensivement, rentrer dans le match, hein, parce qu'on n'était pas du tout dedans, hein, dans les 6 premières minutes, et bien sûr, éviter de prendre ce but qui nous aurait bien arrangé. Après, c'est toujours pareil, si on n'avait pas pris le but, est-ce que ça aurait permis à l'OGC Nice d'élever son niveau de jeu et de se dire, oh les gars, il faut qu'on se réveille maintenant. On l'a dit dans la conférence d'avant-match que on allait pas mettre les tongs et la serviette de plage, qu'on allait effacer, comment dire, cet affront qu'ils ont pu nous faire face à Dijon. Donc, est-ce que si Montpellier ne les avait pas sonnés avec ce but, est-ce que Nice aurait réagi de la même manière? C'est la question que je me pose. Après, si ma tante en avait, ça serait mon oncle et on serait très certainement champion de France. Ce n'est pas le cas. Donc, c'est pour dire qu'est-ce qu'ils auraient pu faire pour que le match soit meilleur. Au-delà de ça, Nice a quand même su s'adapter. Certains disent que Montpellier a baissé le pied après leur but, que Montpellier pensait avoir la victoire grâce à ça. Moi, je pense pas. Je pense que Nice a su élever son niveau de jeu, se réorganiser sur le terrain, que ce soit défensivement, en milieu de terrain, que ce soit dans la vitesse de jeu,
dans le pressing, l'agressivité qu'ils pouvaient mettre dans ce match, chose qu'on n'avait pas vue pendant les 6 premières minutes. Je pense que Nice a eu un certain déclic après le but. Alors, le premier but, il est très chanceux, attention, hein, il y a un tampon, l'arbitre ne siffle pas, il y a un tampon sur Claude Maurice, il laisse l'avantage à Dolberg. Après, il se retrouve seul face au défenseur montpelliérain. Il a un soutien de 3 joueurs niçois sur son côté gauche. Il transmet à Boudaoui, ça fait but. Le but de Jean-Claire Todibo est peu académique, mais bon, ça fait but. On s'en fout, ça fait but. Et puis le but d'Alexis Claude Maurice, voilà, c'est une mauvaise relance d'un pied montpelliérain. Le ballon revient dans les pieds d'Alexis Claude Maurice. Il a juste à la pousser au fond pour marquer. Bon, c'est des faits de jeu, mais dans le football aussi, on gagne comme ça. On gagne par des faits de jeu. On ne gagne pas euh, que par du talent, de la technique et des gestes super beaux à voir. Et voilà, donc je pense que j'ai pas grand-chose en fait à ajouter sur cette victoire. Pour moi, c'était un match abouti. J'ai vraiment pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que voilà, ces 6 premières minutes qui m'ont fait très peur, qui je pense ont fait très peur à l'ensemble des supporters niçois hier devant leur télé. Voilà, t'enlèves ça, c'est un match quasi parfait. Voilà, tu prends pas le but, tu fais un 3-0, t'es rentré directement dans le match. Je pense que le match il est parfait. C'est un match à mettre dans les mêmes cases que le match qu'on a pu faire contre l'Olympique de Marseille quand on a gagné 3-0. Voilà, pour moi, c'est ce que je pense. Tu me diras aussi dans l'espace commentaire ce que tu en penses par rapport à ce match. Et voilà, Mick Nissart, c'est la fin de ce podcast. Celui-là il sera un petit peu plus court que les autres. Mais bon, content de cette victoire, content de cette réaction niçoise, content d'avoir effacé l'affront qu'on a pu avoir contre Dijon. Pas grand-chose à dire hein, techniquement. Sur l'analyse, c'est voilà, quand c'est très propre aussi, il y a des choses à dire. On est assez content, mais ça va plus vite parce que bien évidemment, ben, tu peux pas leur taper sur les doigts. Et c'est ce qu'on voudrait, hein, chaque match, ne pas leur taper sur les doigts. Donc voilà. Sur ce, Amit Nissart, on se retrouve très prochainement sur YouTube, évidemment, pour une prochaine vidéo. Soit dans la semaine, sinon on se retrouve samedi pour le débrief face à Lens. Puis du coup, le podcast sera dimanche. Le podcast sur l'analyse Lille OGC Nice. Sur ce, ciao viva, la Bayette et Issa Nice.